Salut l'équipe, enfin, je peux trouver les mots, retrouver les bons mots pour mon édito. Bon, contrairement à Chérif Alouna, moi, je savais que j'attendais un nouvel enfant. Et ce nouveau-né, dans la famille First Team, c'est un studio. Une attente longue, très très longue, aussi longue qu'une série de défaites des Pistons, mais aussi kiffante qu'une deuxième mi-temps de Victor Wembanyama face aux Atlanta Hawks. Le First Day Show est donc de retour, c'est officiel et c'est promis, ça durera plus longtemps que le retour de Ja Morant. La semaine des Golden Globes est à peine terminée que le First Day Show reprend pour parler, débattre, analyser, découper même, vous le savez, la meilleure série de tous les temps, devant Breaking Bad et Joséphine Ange Gardien. Hasard? Non, je ne crois pas. Le hasard, ça aurait été de dire qu'on ne croit pas à James Harden aux Clippers ou alors qu'on juge mauvais la reconstruction du Thunder il y a de ça quelques saisons. Non, nous, on n'est pas ces gars-là. Les retours, c'est toujours cool, mais il faut que ça dure et que ça soit bien. Montrer qu'on n'a pas complètement changé, mais qu'en même temps, on est un petit peu meilleur que ce qu'on était avant. C'est un petit peu comme cet ex avec qui tu as été très mauvais et qui accepte quand même, quelques mois plus tard, de te revoir. Les retours, c'est comme une finale. Ça se gagne. Je suis donc très ému. Nous sommes donc très émus de vous retrouver dans notre nouveau chez nous. Et si on est chez nous, c'est que vous êtes aussi, quelque part, un petit peu chez vous. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le retour du First Day Show. Enfin, vous pouvez cocher dorénavant le jeudi comme ces 6 dernières années. Le jeudi 18h, c'est le retour du First Day Show. Enfin, qu'est-ce que vous nous avez manqué, ce petit rendez-vous du jeudi qui annonce le début de la fin de la semaine. Vous nous avez énormément manqué. Ça fait une éternité qu'il n'y a pas eu de First Day Show. Le dernier, c'était le 31 mai. À cette époque-là, on pensait que la France pourrait être championne du monde de basket. Quelle époque, oh là là. Il y a des choses qui ont changé, le studio, vous êtes ici chez nous, mais tout n'a pas changé, parce que pour faire un bon First Day Show, il faut être 3, donc 2 invités, enfin 2 invités, de membres de la famille, mais 2 métis, soit un a des cheveux, l'autre n'en a pas, mais les 2 sont aussi bons l'un que l'autre. Mon Thomas, mon tuteur, comment ça va? Invité, frère, j'ai envoyé. Il m'a dit à moi invité. Je suis ravi d'être le premier invité de la saison 7 du First Day Show. Oui. Merci Erwan pour cette belle présentation. Bonjour Arthur, invité numéro 2. Ça va les gars? Ça va super. Par un 1, par un 2. C'était un peu pareil. Il y a un petit peu de ça. Quelle galère ça a été ce matin. Il s'est tout passé pour que ce First Day Show ne puisse pas sortir. Il y a eu de la neige, il y a eu du verglas, beaucoup trop. Il y a eu une chute en scooter. Tout à fait. Il y a eu un invité qui a décommandé parce qu'il est bloqué par la neige. Stephen, bien sûr. Stephen Brun. Stephen. Il y a eu Tutur qui est une machine de guerre qui a répondu présent. Mais voilà, on tenait, Paul, les équipes, tout First Team, à évidemment vous fournir ce First Day Show. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on voulait faire cette émission. On va d'abord faire un petit point et remercier toutes les équipes qui ont œuvré pour avoir ce nouveau studio. Christian Tudor et ses équipes, évidemment, la déco, tout ça. Voilà, ça nous a pris pas mal de temps, mais on est enfin à notre place pour ce nouveau First Day Show. Mon Thomas, un petit peu ému? Ouais, un peu ému quand je regarde ce plan large sur lequel on a bossé depuis des mois. Depuis le mois d'octobre, on est sur des travaux. Il faut savoir qu'avant, ici, il n'y avait absolument rien. Donc pour nous, ça a été beaucoup de stress. Une chambre de bonne. Hein. Tout à fait, c'était une chambre de bonne, absolument. Donc beaucoup de stress, beaucoup d'attentes, beaucoup d'impatience aussi. On pensait qu'en décembre, on allait pouvoir tourner. Finalement, on revient en janvier. Ce qui compte, c'est qu'on soit là bien et que ça dure pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et on remercie évidemment les équipes d'Influx et Emmanuel Diaz pour la confiance et c'est lui qui nous a donc offert ce magnifique studio. On rappelle, c'était des chambres de bonne. La première fois, on est venu le voir. On s'est dit, oula, mais là, on peut faire des studios. On est passé par l'autre immeuble. Voilà, hein. on était passé par l'autre immeuble. Et oui, c'est ça la magie aujourd'hui des gens qui savent, qui maîtrisent leurs outils. Monsieur, on est quand même là pour parler basket. Et on a quelques annonces, Thomas, à faire, puisque le First Day Show revient, mais on a énormément d'annonces à faire pour l'année 2024 qui arrive, notamment avec un nouveau show qui existe déjà, il y a déjà 2 épisodes, c'est NBA Undrafted. Absolument, les semaines vont continuer à être bien fournies côté First Team, la ligne Bretagne NBA de 20h à 22h tous les lundis, hein. Tu connais ce rendez-vous sur Twitch. Le mercredi donc, nouveau rendez-vous qui s'appelle NBA Undrafted sur les canaux de la NBA, donc sur l'application NBA ID, vous pourrez trouver ça gratuitement, ou sur YouTube aussi, c'est géobloqué pour tous les amis qui nous regardent hors de des frontières de France, donc c'est le mercredi soir sur YouTube NBA Europe. On a fait la première hier. En fait, c'est une semaine de première, tout simplement, puisqu'il y a le First Day Show le retour et NBA Undrafted, donc le First Day Show le jeudi. Et donc Clutch qui est déplacé pendant la CAN à vendredi midi, toujours autour de Rémi Réverchon. Très bien, soyez bien vigilants sur le Clutch parce qu'avec la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura des petits changements de tuture. Allez, le Sénégal? Sénégal, on y à va. fond. Cameroun demain, 15h, on va voir.
Très Ouais, bien. gros match. Il y a le Tchad aussi. Est-ce que, Non, le Tchad y est ou pas? Nous, le but, c'est de nous qualifier un jour, mais malheureusement, on n'est pas encore assez structuré pour ça. Bon, le but, c'est d'avoir des terrains avec une pelouse déjà. Ah non, non ça, c'est pas le but de la CAN. Il y a d'autres choses qu'on peut regarder, jamais l'état des pelouses. Tu tues un petit mot sur Malakoff, quand même. Le First des choses, c'est aussi le point de la saison de Malakoff. Tiens, d'ailleurs, ils sont là, les Malakofio. Ils sont là. Ça, c'est les anciens. On en est où? Les anciens. Bah écoute, on avait mal démarré la saison, comme je le sais, ouais. Comme tu le sais. Et puis on s'est bien repris. Ce week-end, on a une victoire difficile, un match moche, mais écoute, on a gagné, donc c'est le plus important. Le taf a été fait. Exactement. Très bien, on embrasse tous les gens de Malakoff qui nous regardent. On en croise de plus en plus. Ils viennent nous voir tout contents. Malakoff, la famille, évidemment. Allez, on est quand même là pour parler de NBA. Et vous allez voir aujourd'hui, avec le sommaire de cette émission, qu'on a beaucoup de choses à dire. Les news, comme d'habitude. On va revenir notamment sur le trade, le gros trade de la nuit dernière avec Pascal Siakam, qui quitte enfin le Canada pour débouler à Indianapolis. C'est pas là où je l'imaginais, mais ça a de la gueule quand même. Un énorme débat autour de Joel Embiid. Saison historique pour Joel Embiid. Où c'est que ça peut l'emmener? C'est ça la vraie question. Une palette sur Minnesota. Meilleure défense NBA, évidemment, avec Rudy Gobert au cœur de tout ça. Et puis on finira avec le quiz traditionnel. Je ne te cache pas que des quiz, j'en ai perdu. Bon. Beaucoup l'année dernière, dis-le quand même. J'ai gagné ce qu'il fallait. Mais... Oh attends, il s'est fait... J'ai le droit de raconter mon histoire. C'est moi qui présente l'émission. Parce qu'il y a eu un grand quiz de fin d'année et j'ai oublié qui avait gagné d'ailleurs. Franchement, il faudrait demander à quelqu'un qui fasse le décompte de toutes les victoires depuis le début d'année. Mais c'est Tom Serravino qui doit le faire, il le fait jamais. Et d'ailleurs, attends, bravo Erwan pour tout ça, mais je me rends compte que c'est la CAN et que c'est une spéciale Camer aujourd'hui. On l'a même pas dit, mais c'est vrai que double Camerounais au programme aujourd'hui. Exactement. Pascal Siakam et Joel Embiid. Bravo le timing. Surtout que moi, c'est mon équipe préférée, le Cameroun. Hein. C'est surtout de là d'où viennent tes parents. Non, mais moi, ma première équipe, parce que la France, tu le savais, en Coupe du Monde 90, Roger Milla, pas l'équipe de France, le Cameroun, c'est mon équipe depuis toujours. Ok, très bien. Évidemment. Bander. Il en faut des fois, la procuration, ça marche. On a fait le tour, on a annoncé tout ce qu'il fallait. Tutur, t'es en forme? Tutur, t'es en canne? Let's go. Je disais que je voulais gagner absolument le premier quiz dans ce plateau. Tu m'as coupé. Allez, on balance les news parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On remercie Richard Klederman pour la petite petit piano, petite ambiance feutrée. Si tu veux un petit macchiato, Arthur, tu n'hésites pas à demander, on viendra te servir. Allez, la première news, on va évidemment aller sur le trade qui est tombé hier soir. On était avec Tom, nous, au bureau, on prépare l'émission. D'un coup, il fait « Oh, Siakam quitte les Raptors pour arriver, Thomas, à Indianapolis, du côté des Pacers. » Indiana qui fait un très joli coup. Ouais, c'est la grosse info d'hier soir. Il y a eu quelques rumeurs en début de semaine où on attendait une officialisation qui pourrait passer d'ailleurs par le fait que Indiana jouait contre Denver, que Bruce Brown a récupéré sa bague. Donc certaines rumeurs disaient qu'il voulait attendre cette célébration pour faire le trade de Bruce Brown Jr. Donc Pascal Siakam arrive dans la conférence Est, enfin reste dans la conférence Est chez les Pacers, deuxième All-Star côté Pacers et envoyé en échange 3 premiers tours de draft, Bruce Brown Jr. et Jordan Nwora. Alors pendant qu'on va regarder un petit peu à quoi ressemble maintenant le roster des Pacers, Tutur, c'est un joli coup et ça donne encore un petit peu plus de relief et d'ambition à cette équipe des Pacers. Ouais, clairement, ils sortent avec une superbe équipe. Moi, tout de suite, quand je vois ce trade, je me projette et je me dis, Indiana, c'était une équipe qui jouait, qui se battait pour se qualifier en playoff sans passer par le play-in. Là, tout de suite, pour moi, ils passent clairement devant Miami. Ah ouais, Miami carrément? Ouais, Miami, New York et Cleveland, tu vois. Oh, vache. Ah ouais, si t'as Tyrese Haliburton qui revient. Pour moi, ils les rejoignent, tu vois. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'était un cran en dessous. Pour moi, il fait partie de ce cercle-là. Oui. Ah, pour moi, ça passe un cran. À la limite, Cleveland peut-être parce que tu vois, ils ont ce joueur spécial avec Donovan Mitchell et tout. Mais typiquement, là, ils passent un step, ils ont un méga 5 et je les vois quoi, 4e ou 5e à l'Est, en tout cas sur le papier. C'est intéressant. Après, incroyable. dans ce que dit Arthur, on peut rester aussi sur la belle saison des Pacers et surtout cette finale et ce parcours dans le In-Season Tournament. Moi, ce que je kiffe avec ce move-là, c'est que, clairement, aujourd'hui, pour ceux qui en doutaient peut-être encore, avec Tyrese Haliburton, tu es un joueur, tu es une méga superstar de la Ligue. Pour moi, Tyrese Haliburton fait partie de ces mecs-là. Il faut lui rajouter des gens pour lui donner des perspectives. Il l'a dit, il l'a déclaré en interview, j'en ai marre d'être un loser. On avait étudié un petit peu ça, c'était un peu sévère. Mais en tout cas, c'est le ressenti qu'il avait. Et là, boum, tu rajoutes un champion NBA, un multiple All-Star. Maintenant, la question, Thomas, c'est de savoir, est-ce que Pascal Siakam va re-signer, puisque Siakam est free agent
à l'été 2024. Bon, son entourage a rassuré tout le monde. Il a dit que visiblement, si le pactole des 5 ans potentiels allait être mis sur la table, il allait le prendre à Indiana. Personne d'autre que les Pacers. On imagine qu'ils en ont Pacers, discuté un petit peu avant. Oui, je pense aussi. C'est les seuls qui peuvent lui offrir 5 ans. Donc, on peut imaginer que Pascal Siakam s'installe à Indianapolis pendant plusieurs saisons. Tant qu'il ne l'a pas signé, parce qu'il avait aussi dit qu'il voulait tester le marché, eh bien, rien n'est fait. Bon, moi, je me projette en tout cas à très court terme. C'est un bet de trade pour les Pacers. Moi, j'aime quand les équipes prennent des risques. Alors, sans dire qu'ils prennent un risque monumental, ils lâchent 3 tours de draft, dont 2 de la draft 2024. OK, Bruce Brown Jr., qui a 22 millions de contrats sur la saison et qui peut être coupé l'année prochaine. Donc, il avait signé un gros contrat, 45 millions après le titre des Nuggets. Donc, finalement, ils lâchent pas grand-chose. Ils ont déjà les jeunes joueurs, ils ont déjà les forts potentiels. Il leur manquait de l'expérience, il leur manquait aussi des joueurs défensifs. Et parce qu'ils sont 27e défense de la NBA. Pour moi, la grande question que je me pose, c'est au-delà de l'attaque, de l'entente avec Tyrese Haliburton, du secteur intérieur avec Miles Turner, etc., c'est surtout quel sera l'impact de Pascal Siakam sur cette très mauvaise défense. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais il ne faut pas oublier que Bruce Brown, c'était quand même, peut-être avec Bénédicte Mathurin, qui a des flashs en défense, c'était peut-être le meilleur défenseur sur le poste extérieur et qui est capable de pouvoir faire ses switches 2, 3, 4, un peu 5 et de temps en temps 1. Tu as raison. Que va pouvoir faire Pascal Siakam, mais il se rattrape sur l'attaque. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que tu perds un gars qui est nul en défense et, pour récupérer. Tu as raison, mais tu perds surtout un gars de rotation pour une star. Donc, moi, on peut le tourner comme on veut. Bruce Brown, je l'aime beaucoup et c'est vrai qu'il était important et tout. Tu récupères une star, un multiple star, 2 fall stars. Ça fait c'est la 5e saison qu'il a 20 points en plus. On connaît ses qualités, il est champion en titre. On sait que ça compte énormément. Pas en titre, mais il est champion. Champion. Il est champion avec les Raptors, t'as raison. Il avait été important en plus dans ce run. En fait, tu récupères absolument tout ce que tu n'avais pas. T'as des mecs en devenir, t'as du talent, t'as un poste 4 fort avec un mec qui peut être complètement complémentaire de ta superstar. Enfin, il n'y a même pas de débat sur est-ce que c'est un bon ou un mauvais trade pour les Pacers. S'il prolonge, c'est un super trade. Attention, pour moi, il y a peu d'équipes qui avaient récupéré Pascal Siakam, on aurait dit que c'est un mauvais message. Tout à fait, t'as raison. C'est vraiment le type de joueur en fait, qui peut fitter avec quasiment, enfin, même avec toutes les équipes. Moi, je trouve que, je te rejoins défensivement, pour moi, ils vont step up. Rick Carlisle avait poussé un peu une gueulante en disant c'est bien beau l'attaque, mais si on défend Peanuts, à mon avis, on ira nulle part. Donc pour moi, Siakam, Miles Turner, déjà. T'as une assise. Déjà, tu as une assise défensive. Et puis, on sait que défensivement, alors oui, il faut des mecs forts défensivement, très bien, mais c'est aussi collectivement. On sait que des défenseurs moyens, quand collectivement, il y a des principes avec des tontons derrière que sont Siakam et Miles Turner qui sont des protecteurs de cercle, ça peut aussi déjà avoir peut-être une autre philosophie, rajouter à l'énorme palette offensive qu'ils ont, rajouter 2-3 principes défensifs qu'ils n'avaient pas jusqu'à là. Donc ça, pour moi, c'est un énorme plus. Et puis surtout, on sait que dans la construction d'une équipe qui veut ambitieuse, qui veut pouvoir retrouver le haut des playoffs, une finale de conf, pourquoi pas une finale de NBA, on ne va pas leur mettre de limite, tu rajoutes un mec qui a déjà gagné. Et ça, pour moi, tu gagnes du temps encore dans ta construction avec des profils comme ça. Donc pour moi, cette équipe des Pacers qu'on aimait bien mais qui était so-so, d'un coup elle devient kiffante et surtout, encore une fois, dans les bureaux, on prend la formule offensive et ça on aime. Ouais, c'est clair. Après, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Tu sais, il y a quelques semaines, on parlait d'identité. Et tu vois, quand on avait discuté après leur super phase aux Pacers sur la défense, etc., moi j'avais dit à l'époque, ce qui compte dans un premier temps, quand tu es dans une reconstruction, c'est de trouver des hommes, de trouver un coach et de trouver une identité. Ils avaient trouvé ces trois-là, avec Tyrese, avec Rick Carlisle et avec le jeu d'attaque. Ça ne leur permettait pas, à terme, d'espérer faire des finales de conférence, etc. À l'heure actuelle, d'ailleurs, il y a un gros point d'interrogation sur leur défense. Tant qu'ils ne se mettent pas à défendre, ils ne seront pas finale de conf. Enfin, on est tous d'accord là-dessus. Mais en tout cas, ils sont allés chercher une arme de destruction massive, parce que Pascal Siakam est un mec de très très haut niveau, qui a 30 ans, etc., et qui est archi complémentaire. Ils n'ont pas pris un autre meneur de jeu. Et tu vois, donc, de l'expérience aussi. Et de l'expérience. Donc, dans le truc de la défense, peuvent-ils passer un truc, on est tous plutôt d'un raccord sur une chose, c'est qu'ils ont gagné au moins une année, voire 2 ans, avec Pascal Siakam. J'ai plus envie de dire 2 qu'une année, mais après, ça va être intéressant de voir les 10 premiers matchs de Pascal Siakam, de voir comment aussi défensivement cette équipe-là va évoluer. C'est là qu'on va les attendre, même si on doute assez peu du fit. On est assez unanime là-dessus. Et on peut dire une dernière truc sur les Pacers, c'est qu'ils peuvent encore bouger. Ils ont encore Buddy Hield qui est là, 18 millions, fin de contrat. Buddy Hield peut bouger. Bon, alors, ça fait combien de temps qu'on dit le gars, il bouge jamais. Mais pour le coup, ils ont fait le gros trade. Le mec, c'est le mime Marceau en fait. Gros, il bouge, gros. Mais il est en fin de contrat là, donc soit tu as confiance en lui, il re-signe, je sais pas, soit tu vas chercher quelqu'un d'autre, tu vois. À voir. Un autre profil. À voir. En tout cas, donc c'est peut-être pas terminé avant la trade deadline. Voilà.
Ça a bougé aussi donc côté Pacers, mais ça a forcément aussi bougé encore du côté de Toronto, qui Alléluia. avait déjà lâché OG Anunoby qui était parti du côté des Knicks. Là, c'est Pascal Siakam qui va du côté Indiana, mais on va se faire un point aussi côté Raptors, Thomas, parce que regarde, finalement, ils récupèrent du monde, les bougres. Alors tout le monde ne va pas rester, tout le monde ne va pas signer, mais en tout cas, il y a des mecs qui sont là et certains performent déjà. Absolument, Masai Ujiri qui était à Paris la semaine dernière et qui a fait plein de Unanime conférences. encore, hein, tous les gens qui l'ont croisé. Apparemment, c'est un être exceptionnel, on n'en doutait absolument pas. Après, derrière Arthur Sen, c'est ce qui se dit dans les petits milieux parisiens. Important. N'importe quoi. Tu peux me le remettre, s'il te plaît, Polo? Parce que du coup, j'ai pas eu le temps de le lire. Donc, du coup, oui, Emmanuel Quickley, RJ Barrett, des Knicks, hein, bien sûr. Bruce Brown Jr., je le disais tout à l'heure, il peut être coupé si tu veux avoir du cap pour signer qui? Emmanuel Quickley, puisqu'il est parti des Knicks parce qu'il va demander un beau contrat. Jordan Howard, qu'on avait vu les Lakers notamment, qui est un joueur de rotation, et Kira Lewis, qui arrive des Pelicans. Et trois premiers tours de draft. C'est ce qu'il voulait absolument dans tout ça. Tu vois, aller chercher des tours de draft. On connaît la valeur aujourd'hui de ces assets. Je vous fais juste une précision. Ils ont le tour 2024, donc la prochaine draft, des Pacers. Donc ça vaut entre... ils vont aller en playoff a priori, donc on va dire autour de 15. Ils récupèrent en 2024 le pire choix de draft entre les Rockets, les Clippers, le Thunder et le Jazz. Donc on peut imaginer le Thunder. Donc c'est un fin de premier tour de draft. Et ils récupèrent aussi le tour de draft 2026 des Pacers dans cette petite affaire. Donc ils sont allés chercher ce qu'ils voulaient. Ils se mettent des assets à court et moyen Ils terme. veulent du Ils sont cap. pas exceptionnels. Ils sortent pas à poil. Rien d'extraordinaire. Indiana sort pas à poil. Indiana sort pas à poil. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils n'ont pas fait l'année dernière, en fait, les Raptors. Oui, c'est sûr. Après, je pense que de manière contractuelle, il fallait voir les contrats. Là, je n'ai pas tout ça en tête, mais c'est surtout aussi le marché. Il fallait voir ce que Masai Ujiri voulait, quelle identité il voulait donner pour la prochaine équipe. Donc, j'imagine que bon comme il est, il a dû prendre tout ça en compte. Donc, regarde l'année dernière, Moi, ils ont j'ai quand même il y a l'impression un an, ils quand oui. pour le coup, on parlait d'Indiana qui a gagné un an ou deux. J'ai l'impression que Toronto, ah, mais c'était ils nécessaire. ont peut-être perdu une année. Ils auraient dû le faire. Pour oui. moi, ce move-là, ils auraient dû le faire l'année dernière. Je vois pas le contexte de cette année, le contexte de l'année dernière. Je vois pas ce qui est vraiment changeant. Scottie Barnes est déjà là. Ouais. Ils ont laissé partir Fred VanVleet pour rien. Et ils ont échangé OG Anunoby et Pascal Siakam, finalement, pour des parties qu'on va considérer, on verra dans le temps, bien sûr, mais pas un truc extraordinaire non plus, tu vois. Après, VanVleet, ils partent, ils l'ont signé, je crois, 4 ans pour 100 millions. Ouais, mais 80 il aurait pu être trade il y a un an, les Oui, trois. d'accord. C'est ça que je Ok, te dis. ouais. Bon, en tout cas, écoute, ils l'ont fait mieux vaut tard que jamais. Et les Raptors ont, surtout, c'est ça l'info aussi, ont enfin commencé leur reconstruction. On sait qu'ils sont dans un espèce d'entre-deux très compliqué, toujours NBA depuis 2 ans. Et là, enfin, on commence à reconstruire quelque chose. Ils ont des bons joueurs, mine de rien, des jeunes. Ouais, hein. ça. Tu vois, Ah non, Barrett, Quickley, Scottie Barnes, ils ont des mecs. Hein. Bon, Scottie Barnes, tu connais. Ah bah bien sûr. Je l'ai mis en dernier, mais il mérite d'être en premier, évidemment. Parce que c'est lui le papa. Un petit mot sur les Warriors. On va évidemment parler de ce qui s'est passé avec la perte de malheureusement de leur assistant coach Dejan Milojevic. Ils ont pas bougé du tout sur Pascal Siakam. Il y avait eu des rumeurs, beaucoup. Moi, j'espérais que les Warriors puissent bouger au vu de ce qui se passe en ce moment, qui semble, c'est même plus une fin de cycle, ça a l'air complètement d'exploser. Vous auriez aimé que les Warriors se positionnent plus clairement sur Siakam? Ça l'aurait fait, comme tu dis, Pascal Siakam, c'est le profil de gars qui peut aller dans n'importe quelle équipe. Après, je pense que Golden State, ils n'avaient pas grand-chose à offrir. Si on prend Kuminga ou même les autres joueurs, les joueurs de la nouvelle génération, ils n'ont pas suffisamment prouvé pour qu'on puisse les mettre dans la balance, selon moi. Et après, tous les anciens, au vu de leurs prestations, ils ont des contrats qui sont bien trop onéreux pour qu'on puisse mettre dans la balance. Il est en fin de contrat, par exemple, Clay, tu fais du cap space? Alors, ouais, peut-être, mais le cas Clay, ça reste quand même assez tendu et polarisant pour la fanbase et pour tout le management. Surtout qu'on rappelle que c'est Don Levy qui vient de reprendre. Si tu fais un choix fort qui est mal accepté, ça va être catastrophique pour Mal son accepté, image sauf si et tu pour gagnes la des matchs. structure. Sauf si tu gagnes des Bah matchs. ouais, et Siakam te permet d'être sauf que meilleur. faire partir une légende Ah ouais, de c'est la clair, c'est franchise clair. comme ça, c'est hyper compliqué. Chris Paul, il est surpayé par rapport aux performances qu'il a. Clay Thompson, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi Pareil. je l'adore. Pareil. On Mais a qui d'autre? Draymond Green, exactement la même chose. En fait, tout est presque. Et le Canadien Wiggins, pareil. Donc en fait, Les tu as gars, 4 joueurs. Moi, je veux bien, mais Bob Myers est parti Ouais. et il a dit, moi, je pars maintenant parce que je veux pas être ce mec-là qui va tout faire exploser. Donc, parce qu'il avait une attache humaine. Je comprends. McDonough Jr. aussi, il a été dans le McDonough, staff. Hein. certes. Il veut mais dire, il sort pas nulle part, le Mais gars. si derrière McDonough, il arrive et que tu vois que ça marche pas et que tu fais rien aussi, moi, ça me paraît compliqué. Il leur Moi, reste j'ai- deux semaines. Il leur reste 2 Ouais, semaines, hein, c'est les une gars, question pour de bouger. timing. C'est une question de timing. On verra- Là, on je verra. pense qu'il faut qu'il Ouais, mais aille bon, tranquillement. En tout cas, Et- Siakam a bougé. Donc, Et ça Siakam, c'est une croix. Ils peuvent plus l'avoir. Oui, mais c'est c'est clair. sûr, Eh ben, c'est ils sont pas bougés, en tout cas. Moi, j'aurais aimé qu'ils le fassent. Ça fait longtemps, ça fait 1 an qu'on dit que. Moi, j'aimerais que Siakam y arrive pour prendre la place de Draymond Green.
Vraiment, il lui prend sa place, c'est le poste de 4 titulaire. On le met dans le même rôle, on voit si ça marche ou pas. Mais en tout cas, on lui offre sa chance parce que je crois vraiment que Siakam est un meilleur joueur que Draymond Green. Je vous apprends rien en disant ça. Encore plus en 2024. Mais ils ne l'ont pas fait. Bah écoute, il leur reste 2 semaines pour encore une fois bouger. Ils croient énormément au Kuminga. Les mecs, on verra, écoute, on verra. Quelle contrepartie t'aurais voulu si toi t'étais Masai Ujiri Andrew Wiggins. Au pire, tu refais des trucs. Ouais. Moi, soit tu vas chercher du cap space avec les Thompson, Kuminga, soit Wiggins, mon gars. Kuminga n'a pas assez prouvé, mais moi, Kuminga, pour moi, il est dans un. En plus, ils sont les jeunes des Warriors, il y a une vraie cassure avec le style. Clairement. Donc, pour moi, Kuminga, sur ce qu'il montre, et même Moses Moody, ils veulent des jeunes. Ils veulent des jeunes, les Raptors. Donc, tu peux faire un package comme ça. Tu n'auras jamais l'équivalent de Siakam. Mais encore, si tu récupères Wiggins, mais en tout cas... Après, 3 choix de draft, s'ils les auraient pas eu. Hein. Ouais, bon, je pense qu'il y a aussi ça. C'est ça. Justement, on parle des Warriors, 2 choses. Draymond Green est revenu après sa longue suspension. 16 matchs, il a manqué. Voilà, il a manqué 16 matchs, il est revenu. Ils ont perdu face à Memphis, l'équipe de N3 de Memphis, les espoirs. Donc ça va très mal aux Warriors et ça va surtout très mal puisque malheureusement, cette semaine, ils ont perdu leur assistant coach, je l'ai dit, Dejan Milojevic, 46 ans, terrible, qui a fait un arrêt cardiaque à Salt Lake City. Donc le match hier soir a été évidemment postpone, comme on dit. C'est une terrible nouvelle, il y a eu beaucoup d'hommages. C'est un mec c'était un Serbe qui avait formé notamment Jokic, Bitadze, Zubac, Misic, qui est une Timoteo Kobarot, qui est une pointure en Serbie. Il y a eu beaucoup d'hommages. Boris Dalo aussi, qu'il a connu aux Partisans. Voilà, donc on est forcément triste pour les Warriors. Thomas, c'était aussi un grand joueur. Ouais, c'était d'abord un grand joueur qui a joué aux Partisans, qui a joué à Galatasaray notamment, à Budućnost aussi, qui a joué l'Euro 2001 pardon, avec Stojakovic, avec Bodiroga, avec des superstars serbes. Il était hyper important dans ce pays où le basket est roi. Vous savez combien c'est important pour eux là-bas. C'est lui qui a formé à la fois les joueurs, mais aussi les coachs. Le coach des Raptors lui a fait un grand hommage. Darko Rajakovic lui a fait le premier play des Raptors hier soir. C'était un play que lui avait appris le coach. Ça, c'est pas des trucs exceptionnels, ça. Ça, quand même, c'est ce qu'on aime. C'est pour ça que c'est le plus beau sport du monde. Absolument. Donc voilà, terrible nouvelle pour les Warriors. Ça fait une mauvaise nouvelle à ajouter dans cette saison un petit peu chelou. Il s'occupait des intérieurs depuis 2021 dans le coaching staff de Steve Kerr. Très bien. Allez, on enchaîne avec Victor Wembanyama, la semaine de Victor. Il est en canne, hein? Ouais, il est en canne. Il est en canne, hein? Il fait kiffer. Regarde, vas-y, tiens, prends le tableau. Tiens, parce que tu voulais prendre ma place en off. Prends le tableau, vas-y. 26 points, 11 rebonds, 2 contre, c'était contre les Hornets, c'est le numéro de draft. Après, on a 26 points, 3 rebonds, 5 contre Atlanta, en deuxième mi-temps, le match du Martin Luther King Day. Et hier, malgré une défaite, 27, 5 et 1 contre Boston. Donc en forme et toujours avec des minutes limitées. Je ne sais pas si vous avez vu les tableaux, les projections qui mettent ces stats sur 36 minutes. 36 minutes, c'est le référentiel qu'on prend pour faire vraiment les comparaisons. Et en fait, c'est des stats de MVP. Sauf que le gars est rookie et je suis sûr qu'il arrivera à maintenir ça s'il jouait 36 minutes. Les gars, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le fait qu'il ait raté les 2 premiers rookies du mois de la conférence Ouest, qui sont revenus à Chet Holmgren, moi j'ai l'impression qu'en 2024, il y a eu un changement d'attitude de Victor, de ses coéquipiers aussi, mais qu'il y a surtout eu un changement d'attitude de Victor. Je le trouve beaucoup plus saignant, méchant, et ça se voit dans les stats, je trouve. Sa deuxième mi-temps pour moi face aux Hawks, je l'ai vu pour la première fois, alors qu'il avait mis 38 face aux Suns, il a fait des triples-doubles, son duel avec Giannis, mais pour la première fois face aux Hawks, je l'ai vu faire peur à des adversaires. Ouais, je sais pas si c'est tout simplement l'expérience, tu vois, le fait qu'il est déjà 2 mois dans les pattes. Ça, c'est évident. Tu vois, moi, je pense que c'est plus ça. Alors, effectivement, c'est un gars qui a du caractère, on l'a vu toute sa carrière. Oui, ça a dû le piquer. Après, moi, je pense que c'est vraiment le fait qu'il soit acclimaté à son équipe, au fait d'avoir un temps de jeu réduit. Et aller peut-être dans un deuxième temps ou un troisième temps, le fait qu'il n'ait pas les rookies du mois. Mais je pense que quand il s'exprimait, il disait que c'était un long process et que lui il visait plus l'année plutôt que mois par mois. Je pense qu'il a vraiment ça en tête. Et moi personnellement, j'ai pas de doute. Je suis sûr que ça sera lui le rookie de l'année. Et on a pas mal discuté ensemble, Erwan. C'est cool ça. On a pas mal discuté dans une draftier, en parlant de Karim Abdul-Jabbar, etc. qui a lâché quelques mots, et Kelly Smith aussi d'ailleurs, sur Victor. Il y a aussi d'autres choses qui ont changé, c'est que la structure du 5 majeur a changé. Hein. Il y a un meneur de jeu dans l'équipe, quel que soit le niveau de Trey Jones. Est-ce que c'est un meneur titulaire de NBA? Je ne pense pas. Mais c'est un meneur de jeu. C'est la première fois dans sa carrière NBA qu'il joue avec un meneur de jeu. C'est son métier, quoi. Voilà, c'est-à-dire que quand il est rentré dans la draft, on lui a dit tu es quel poste? Meneur de jeu. Eh ben, vas-y, on te met dans le 5 majeur. Bon, en plus, il a fait un match à 30 points. Bon, il n'y avait pas Victor, mais il est en train lui aussi d'être. Pas Victor et pas Victoire. Hein. Oui, bon, ça, les victoires, on en reviendra. Mais en tout cas, ils font des matchs consistants, les Spurs. Et Victor est fantastique défensivement, ça on le sait. Mais en attaque, il est en train de enfin
jouer à son rythme. Et ça, c'est peut-être le bienfait des limitations de minutes qui nous frustre tous, vraiment, on le dira jamais assez. Ça me rend fou, j'en peux plus. En plus, Victor, on le regarde comme si c'était notre cousin, on s'enflamme. Le match contre Atlanta... Cousin Moi, je regarde comme si c'était mon petit ami, personnellement. Le match contre les Hawks, on s'est tous surpris là, ouais, MLKD lundi soir a crié. Moi, quand on rentre de la libre antenne, envoyons les stats de cette deuxième mi-temps. Ce match incroyable où il rate complètement sa première mi-temps et sa deuxième mi-temps. Mais moi, j'étais dans mon lit, devant mon ordi, j'ai crié. Mais oui. Quand il enchaîne les dunks là. Arthur, quelle impression de domination. Et surtout, là, ce qui m'a fait kiffer, c'est évidemment lui, mais c'est aussi, comme toute son équipe s'est mise au diapason. Bah oui. On va le chercher dans la raquette. Et en fait, on s'est rendu compte, quand il poste à un moment donné Jalen Johnson, là, qui le fait. Bon, gros, je me suis dit, en fait, ça y est, le mec, il est inarrêtable. Crédit à Jérémy Sohan sur cette période, hein, parce qu'il le cherche, le tonton. Contrairement à Keldon Johnson, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis encore tendu. Le Lia Praté là, le passage en force, il y en a trop, gros, il y en a trop. Non, mais complètement d'accord avec vous. C'était bien, surtout la fin du match. En plus, ça a relancé un petit peu, même s'il n'y a pas la victoire à la fin, ça relance un petit peu le game qui était un petit peu plus serré. Et comme tu le dis, on voit qu'ils ont envie de le trouver, ne serait-ce que les alley-oops de la touche, les alley-oops de loin, c'est des trucs que tu voyais pas en fait. Tu sentais les possibilités. On s'arrêtait plus sur les highlights où on aurait dû lui faire la passe et là on lui a vraiment fait. Donc franchement, c'est un soulagement parce que moi j'ai la même sensation que vous et j'en discute souvent avec des potes. On est là, le matin on regarde les stats, on regarde les résumés, on regarde les matchs quand on peut. On est là, mais c'est parce qu'on est français qu'ils ne font pas qu'on se rend compte que ça nous énerve qu'il ne fait pas les passes. J'ai pas l'impression parce que Trayon n'est pas français. Même Trayon dit la même chose. Après le match, il a quand même dit cette déclat incroyable. Parfois, tu es triste pour lui parce qu'il a des positions ouvertes et il ne lui donne pas le ballon en attaque. Ils l'ont bien mieux utilisé en deuxième mi-temps et en lui donnant ses passes lobées. Honnêtement, c'est quand même assez rare. C'est la première fois que je vois ça dans l'histoire de la NBA, qui est des analystes. On se souvient que Stacey King des Bulls a été le premier à le faire. C'est là les premiers où c'est sorti. Le Stacey King, donc l'ancien coéquipier de Michael Jordan, sur les 3 premiers titres, qui aujourd'hui commande pour les Bulls, a dit maintenant, il lui donne jamais la balle, là, il est ouvert, ils doivent lui donner. Et ensuite, petit à petit, il y a eu des coachs, des joueurs, des analystes qui disaient, mais en fait, il l'utilise très mal. Et j'ai l'impression que les joueurs des Spurs ou le staff des Spurs, ils ont dit, bon, au moment, ça commence à se voir. Ça se voyait, hein. Et puis sa frustration, sa frustration qu'on n'avait pas vue jusque-là quand il est rentré à la fin dans le dernier carton, etc. C'est des choses, forcément, ça marque. Et ils ont peut-être dû se dire, bon les gars, si on n'a pas envie de le perdre ou si on n'a pas envie de mettre une mauvaise ambiance dès le début de saison, va peut-être falloir qu'on joue un petit peu plus sur lui. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, Erwan, tu sais, il joue pas les back-to-back. Et il joue contre les Wizards sur un deuxième match d'un back-to-back. On se posait la question, va-t-il jouer contre Bilal? Les Spurs ont annoncé qu'il raterait le premier match de ce back-to-back. Et qu'il jouerait donc face à Bilal Koulibaly, son grand pote. Parfait, ça va être sympa. C'est samedi soir. C'est contre les Hornets le match juste avant. Il jouera donc face à Bilal Koulibaly et il sera aussi All-Star Game. Alors pour l'instant, il ne sera pas dans le match des Bien étoiles, vendu. mais il sera au Skills Challenge. Ça, c'est incroyable. C'est ce qu'on a envie de voir. La NBA le fait depuis quelques saisons. Oui. On voit les grands être mélangés aux petits pour le Skills Challenge. Victor, si tu le mets pas là, t'as rien compris. Il sera au Rising Star, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. La question c'est est-ce qu'il sera au match des étoiles ou au match des grands. On verra un petit peu pour ça. Mais il va se régaler des dribbles dans le dos, des passes, des tirs de loin. Voir un mec de 2,24 faire ça, c'est incroyable. C'est ça, c'est l'attraction. On veut tous le voir faire des trucs de petits. Allez, on finit avec une dernière news, parce qu'elles ont été longues encore les news comme d'habitude. On s'était manqué, hein, les gars. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas parlé, gros, j'en peux plus. Le All-Star Game de cette année sera à Indianapolis. Le All-Star Game 2025 sera à San Francisco, Frisco. Et en 2026, c'est tombé, il sera à Los Angeles. Alors, il ne sera pas à la Crypto.com Arena. Il sera au Intuit Dome, qui est la future salle des Clippers. Les Clippers, on va en reparler prochainement, parce qu'ils sont en train de faire des choses très, très intéressantes. Et donc, voilà, le All-Star Game à Los Angeles. Thomas, nous, on l'avait fait donc à la Crypto.com Arena, qui s'appelait Staples Center à l'époque. Mais on est très curieux et on a déjà pris nos billets, j'ai l'impression, pour aller... déjà San Francisco, je suis chaud et enchaîner avec LA l'année d'après, avec grand plaisir. La salle va arriver cette année en 2024, 18 000 places, avec un grand mur, un peu mur jaune de Dortmund, voilà. Donc c'est leur idée, on verra. C'est sur les bases de l'ancien forum d'Inglewood, à Inglewood donc, là où Magic a brillé pendant des années et des années avant le Staples Center. Donc ça va être cool, juste à côté du SoFi Stadium aussi, le méga super stade. Plus cher de l'histoire. Des Rams, tout à fait. Arthur, toi qui es un petit peu le Stéphane Plaza des salles NBA, c'est clair. Qu'est-ce que ça te chauffe un petit peu Ouais, franchement c'est bien. Et puis surtout, comme tu disais, c'est à Inglewood. Alors Inglewood, c'est à la base, c'est le Hood, c'est la street. Ils ont réussi à faire quelque chose de Paul bien Pierce là-bas. Paul Pierce vient de là-bas. Il s'est fait planter d'ailleurs là-bas. Fabien Dubos aussi vient de là-bas.
Non, écoute, franchement, ça va être bien. Les nouvelles salles, de toute façon, on adore voir des nouvelles salles. Et puis surtout, on se rend compte qu'avoir une salle avec des grands écrans, des animations, vraiment un contexte sport, ça fait kiffer les fans. Et même nous, derrière la télé, on arrive à retrouver ça. Donc, rendez-vous en 2026 donc pour le All-Star Game. Enfin une dans salle aux cette nouvelle Clippers. Heat Dome avec enfin une salle uniquement pour les Clippers. On rappelle que les votes du All-Star Game, ça se termine samedi. Allez voter rapidement pour nos Français, Rudy Gobert, Victor. Allez, on essaye, on donne de la force. On a fait le tour des news. On va se lancer tout de suite dans le débat. Joel Embiid, saison historique ou pas? Historique ou pas? Historique ou pas? On avait choisi ce débat pour ce retour du First des choses sur Joel Embiid. Et comme Joel nous aime beaucoup, même s'il a décidé d'aller jouer pour Team USA plutôt que pour l'équipe de France, il nous a livré un duel monstrueux face à Nikola Jokic qu'il a dominé, qu'il a remporté. On le voit, 41 points, 7 rebonds, mais il a fait, je crois, plus de 10 passes ou 10 passes. Et les gars, c'est des duels qu'on a envie de voir. On avait reproché des fois à Joel Embiid d'éviter un petit peu. Les dernières, clairement. Attends. Cette fois, il l'a joué, il l'a dominé et il l'a prouvé. Avant qu'on aille dans le détail, il a prouvé que c'était, sur cette saison-là, déjà il est inarrêtable et que c'était potentiellement un nouveau MVP cette saison. Ouais, clairement, il a été exceptionnel. Il revient de blessure, il revient le match d'avant, il met 40 points. Là, il est là encore à lâcher un match à 41 points dans un énorme match de saison régulière. Vraiment très très haut niveau. Avec une première mi-temps qui se finit quand même à 78-78. Hein. On en a parlé. Voilà. Mais il y en a beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de matchs que je regarde où à la mi-temps, les Ah équipes oui, mettent 70 points. ça reste un record pour les deux équipes sur cette saison. Donc ça reste un moment à part pour deux équipes qu'on adore. C'est vraiment le genre de duel que tu as envie de voir en finale NBA un jour. Le duel de pivots ultime, les MVP, les machins, l'opposition de style. C'est quand même deux pivots qui ont à peu près la même taille, qui n'ont absolument rien à voir dans le jeu, à part le fait qu'ils soient hyper dominants à l'intérieur, hyper dominants à l'extérieur. Donc voilà, ça a été un bête de match. Et tu as raison de souligner que Joel Embiid, non seulement a mis 41 points là où Jokic finit à 25, mais surtout qu'il a gagné le match. J'aimerais qu'on revienne sur les passes un petit peu. On y reviendra tout à l'heure, mais sur ce match-là, c'est la manière de défendre sur Joel Embiid. Je veux le faire après, en fait. Je me suis un peu enflammé. Excuse-moi, mon petit Tom, c'est l'excitation. Je veux quand on parle de saison historique, pourquoi? Et on va le voir en tableau. Parce que les séries que fait Joel Embiid, on les compare à Will Chamberlain, à Karim Abdul-Jabbar, à Shaquille O'Neal. C'est à ce type de performance-là, Arthur, qu'on compare en ce moment Joel Embiid. C'est pour ça qu'on a envie de se poser la question si sa saison, pour le moment, elle est historique par rapport à des pivots qui le sont. Regardez les stats de la saison. Oh la vache! Est-ce que pour toi, il est en marche sur une saison historique? Il est en marche sur une saison historique parce que, hormis Harden ces derniers temps, Kobe il y a une quinzaine d'années, tourner à 35 points de moyenne, c'est rarissime. Tu sais, il y a quelques années, tu tournais à 28 points, tu étais le deuxième meilleur marqueur de la NBA. Donc 35 points pour un pivot dans le basket actuel, ça reste quand même quelque chose de rarissime. Alors effectivement, les standards, ils ont été augmentés ces dernières années, notamment par les deux bonhommes, mais ça reste exceptionnel. Et puis surtout, moi, ce qui me marque, c'est que sur ce début de saison, c'est sur un temps de jeu qui est archi réduit. Là, la série de matchs où il a fait 30 points et 10 rebonds, Je jouais pas les quatrièmes cartons, le mec. Il jouait pas les quatrièmes cartons, le gars. Un peu comme Steph Curry en 2016. Exactement, avec le rouleau compresseur des Warriors. Donc, il y a vraiment cette impression de facilité, de domination qui est exacerbée notamment par les stats. Et oui, c'est clairement une saison historique. Alors après, on va voir s'il va arriver à tenir ce rythme. Personnellement, j'ai aucun doute, à moins qu'il y ait blessure, à moins qu'il y ait un événement qu'on n'arrive pas à voir. Mais là, en fait, il peut aller que vers le haut. Donc voilà. Et on peut dire que le transfert de James Harden a été bénéfique pour tout le monde. Bénéfique et digéré. Pour tout le monde. Il y a, dans les stats qu'on vient de voir, Tom va nous les remettre, il y a cette série donc, de 30 et 10 qui s'est terminée contre Denver, où il fait 30 points, 10 passes, 7 rebonds. Mal inspiré, notre ami. Non, 41 points plutôt pour ce match. Il rejoint donc Karim Abdul-Jabbar avec les 16 matchs consécutifs et Elgin Baylor. On a sorti Will Chamberlain de l'équation parce que Wilt triche, disons-le. Hein, et que si les séries là, à 30 et 10 pendant une quinzaine de matchs et plus, il a fait 4 fois dans sa carrière. Donc du coup, ça fausse un peu tout. Bon, no offense aux descendants de Wilt. S'ils nous écoutent, c'est juste pour mettre en avant les autres. On sait que sur les séries, sur les stats individuels, il est tout là-haut et qu'après on débat entre les autres. Il a tellement fait des choses inhumaines. Mais en tout cas, on a vu le nom de Will Chamberlain et de Joel Embiid dans les mêmes, être comparés sur des séries. Donc déjà, quand tu commences à être comparé sur des stats individuels à Will Chamberlain, c'est que tu commences à titiller un petit peu l'histoire. Il a fait aussi cette saison, Joel Embiid, énormément de cartons. Et pas qu'un peu. Il a des stats. De toute façon, quand tu tournes à 35 points par match, en général, tu mets beaucoup de cartons. 8 points, 51 points face à Minnesota, 50 points face à Washington. Je vous laisse faire le reste, je ne vais pas vous faire le listing. Il a mis 8 fois 40 points ou plus et 2 fois 50 points ou plus. Aujourd'hui, les gars, j'ai envie de vous poser la question.
Comment on peut arrêter Joel Embiid? En étant à 2 ou à 3 sur lui, parce qu'en 1 contre 1, tu ne peux rien faire, que ce soit sous le cercle, tu es soit trop petit, donc tu vas te faire écraser, soit loin du cercle, tu es trop grand, il va être plus rapide que toi, et il a quand même développé avec le temps une arme, l'arme létale du basket, qu'on ne cessera de dire, c'est le tir à mi-distance. Le tir à mi-distance te permet, quoi qu'il arrive, de dominer de toutes les manières possibles dans notre sport. En plus de ça, contre Denver, il est hyper adroit à 3 points, il fait des jab steps, tire comme si c'était un ailier. Quand on regarde comme ça, si tu ne connais pas Joel Embiid et que tu regardes un match, jamais tu peux imaginer qu'il fasse 2-10 et jamais tu peux imaginer que ce soit un pivot de formation. Ouais, et puis il y a aussi une autre arme qui, pour moi, quand on voit la comparaison des autres gars que vous avez mis avant, c'est qu'il est létal sur la ligne des lancers francs. Et ça, c'est une différence qui est énorme. 88% cette année. Incroyable. Pour un pivot, c'est fou. Ouais, il en shoot 12 par match. Même pour un joueur lambda, quand tu es au-dessus de 85%, c'est sérieux. Et en fait, tu sais que au bout d'un moment, les fautes, tu vas pas pouvoir en faire 150 000 parce que sinon, le gars, il va finir. Tu vois, si Dwight, il était bon au lancer franc, ça serait pas la même chose. Donc voilà, la seule chose qui peut l'arrêter, là, j'ai envie de te dire, sur un format saison régulière, rien du tout. Après, maintenant, ça va être le format playoff. Je ne sais pas si c'est sur là que vous voulez aller. Évidemment, tu nous connais. Mais les playoffs et Embiid, voilà quoi. Alors, on est sur sa saison historique, justement, on va rester là-dessus avant d'aller justement sur peut-être les petits soucis qu'il peut y avoir. Vous le voyez, donc les chiffres en une saison historique, donc 35,1 points. C'est la troisième, c'est ça? Thomas, prends-le. Ouais, je le prends si tu veux. Alors, du coup, 35 points, c'est la 5e plus haute moyenne all-time. Les matchs à plus de 30 points, la 2e plus grosse série all-time, on en a parlé tout à l'heure. Le match à 30 et 10 aussi, 2e plus grosse série all-time. Alors ça, j'adore cette stat. En 4e ligne, 1,03 points par minute, c'est le plus gros total all-time. Ça, c'est incroyable. Évidemment, sans Will Chamberlain, il n'y a que Will qui a fait mieux. Et enfin, qui va nous intéresser pour la suite du débat, c'est le nombre de lancers francs marqués. Il marque en moyenne 10,5 lancers francs par match sur 12 tentés. C'est le plus gros total all-time. Il est sur une saison historique de saison régulière. Clairement. De saison régulière. On sait combien Harden tirait de lancers francs époque Rockets, 2018 et tout là? Je te dis ça tout de suite. En tout cas, on sait que les lancers francs, par exemple, quand Giannis est champion NBA, sur le run de playoff, il est à un petit peu moins de 10 lancers francs tentés par match. Okay. Donc on sait que c'est un facteur important de provoquer des fautes et en plus d'être létal sur la ligne. Moi, je voudrais, Arthur, qu'on vienne avant que Thomas trouve le chiffre. Je laisse si tu veux. Quand James Harden a 36 points, c'était en 2018-2019, donc il est au lancer franc à 87% et à 9,7 sur 11. Il marque un lancer franc de plus, ça paraît rien comme ça un lancer franc, mais c'est énorme sur une moyenne de 35 points, ça n'a aucun sens. Les gars, t'en as parlé et on va y aller évidemment. Joel Embiid était le MVP en titre. Il fait un début de saison monstrueux. On est dithyrambique sur lui. On a l'impression des fois de voir tantôt Jabbar, tantôt O'Neal, tantôt Kobe Bryant, tantôt Michael Jordan. J'ai presque envie de dire Steph Curry par moment. KD, voilà, bref. Mais il y a saison historique en saison régulière et puis il y a la kryptonite playoff un petit peu pour Joel Embiid. Et l'année dernière, regardez le différentiel de stats. Il y a quasiment 10 points de moins. L'année dernière, il y a 10 points sur les 2 tours de play-off qu'il passe, il est quasiment un petit peu moins de 10 points de moins. Ça, c'est quand même... On sait qu'à NBA, tu as beau faire ce que tu veux en saison régulière, les masques tombent en play-off. Et des superstars, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire qui ont des moyennes inférieures. Alors là, les moyennes, c'est peut-être que sur l'année dernière, mais ça reste quand même criant. Sur les 2 dernières saisons, en tout cas, c'est beaucoup moins. Il y a Kobe qui baissait aussi un petit peu ses stats. Ouais. Mais non, c'est... alors, forcément, il y a le format play-off où pour les intérieurs, quand tu commences à bien connaître tes adversaires, ça peut être un petit peu plus difficile, les adaptations, bref, mais ça vaut aussi pour tous les joueurs. Donc moi, je pense qu'il y a peut-être un petit souci mental. Et ce qui me fait dire ça, c'est aussi les déclarations et la manière qu'il a eu ces derniers temps de trouver un petit peu des excuses, trouver des boucs émissaires sans que ça soit non plus hyper clair, mais c'était un petit peu tacite. Et moi, c'est ce qui me dérange. On se rappelle avec Ben Simmons, même son coach, etc. C'était un petit peu la cible facile. Donc l'année dernière, on peut se dire... Il a raté 1-2 matchs, il était blessé, donc peut-être qu'il a eu du mal à se remettre dedans. C'est des excuses que je lui donne, mais il n'empêche qu'on a toujours ce petit focus où on a un doute sur sa capacité à pouvoir élever son niveau en playoff. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a toujours des excuses, il y a des mecs qui sont partis, des coachs, des coéquipiers, et au final, on retrouve malgré tout toujours les mêmes problèmes. Et la constante de tous ces problèmes des Sixers depuis 5-6 ans en playoff, c'est Joel Embiid. Ça c'est clair. C'est Joel Embiid. On est d'accord là-dessus, et c'est un joueur fabuleux, mais ce n'est pas encore un joueur de playoff. Là où Jokic, l'année dernière, a montré sur le run qu'il a fait qu'il était devenu, avec le temps, un très grand joueur de play-off. C'est ce qu'a prouvé Giannis sur un run de play-off, lui qui se casse les dents sur les prises à deux de Miami, sur les défenses match-up, sur les défenses resserrées.
En 2021, il a montré qu'au moins sur un round de playoff, il était un champion. Et il n'y aura plus de doute après. Voilà, exactement. Yanis, on pourra dire ce qu'on veut, même s'il ne gagne plus jamais, même s'il ne va plus jamais en finale. Et je souhaite qu'il y retourne pour valider son titre. Il l'aura fait, ce truc-là. Tu vois, ce chef-d'œuvre. Pareil pour Jokic. Joel Embiid, on l'attend. Alors, il est encore jeune, Joel Embiid, c'est ça qui est bien avec ce joueur-là. Il est encore en progression. Et surtout, son environnement, pour la première fois de sa carrière, lui est à 100% favorable. C'est ça. Environnement, Il n'y aura pas c'est d'excuses. coach, voilà. Cette Coach, année, zéro équipe, excuse. formation d'équipe, hiérarchie, enfin, absolument tout est favorable pour Joel Embiid pour performer en playoff. Allons sur son environnement. Tu as parlé des coachs, Arthur. C'est vrai qu'entre Brett Brown, entre Doc Rivers, bon, c'est vrai, même nous, de l'extérieur, on disait, bon, c'est peut-être pas ce qu'il lui faut. Là, on a l'impression qu'avec Nick Nurse, pour la première fois, il a un coach qui le fait jouer dans un système qui est parfait pour lui. En plus de son évolution de joueur énorme, on a l'impression quand même que même le système Sixers est parfaitement fait pour Embiid. Tu vois, j'ai pas l'impression que le système il est énormément changé, mais j'ai juste vraiment l'impression qu'on a enlevé de l'équation James Harden qui était pesant, omnipotent de par son jeu, hein, comme il dit, c'est lui le système. Et en fait, naturellement, du coup, il a un petit peu plus de ballon, il a un petit peu plus d'espace, il a un petit peu plus du coup le ballon entre les mains et l'usage. Et écoute, il bonifie le jeu avec ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un énorme changement au niveau du style de jeu. Quand même, moi Alors je suis désolé, t'es l'un de mes meilleurs amis, mais là tu dis vraiment de la merde. L'infirmière, elle a quand même un petit peu changé les choses. L'infirmière ? Nick Nurse. Ah oui, tout à fait, excuse-moi. Moi, tu sais, je serai jamais de ceux qui disent qu'un coach, changer de coach, ça change rien. Un changement de coach, ça change absolument tout pour une équipe, puisque tu as un discours différent, tu as une tactique différente, tu as des changements in-game différents. Alors bien sûr que James Harden, et tu as raison de commencer par là, ça change tout, parce que si tu as James Harden, tu es obligé de jouer d'une certaine manière, donc tu cours pas, tu fais que du pick and roll. Si ta deuxième option, c'est Tyrese Maxey, qui est sur le même profil de James Harden, donc un poste 1-2 combo scoreur, mais qui a un profil totalement différent dans les manières d'apporter ses points et son scoring, là, avec Tyrese Maxey, tu as de la course, tu n'en avais pas avant. Est-ce que c'est James Harden ou Nick Nurse? Sûrement un peu des deux. Mais ce qui a beaucoup changé Nick Nurse, d'après moi, c'est tout ce qui peut se passer loin du ballon. Donc, Joel Embiid est devenu un bon passeur, tu vas en parler après à Juan, parce qu'autour de lui, Tobias Harris se retrouve dans des bonnes dispositions à l'opposé, va couper, parce que le one-two punch avec Tyrese Maxey marche très bien sur du pick and roll, mais pas forcément sur du pick and roll, sur de l'ISO, parce qu'à l'opposé, il va le voir, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de formes de jeu dont on a parlé déjà en début de saison, qui ont beaucoup changé par rapport à l'année dernière, et donc ça permet à Joel Embiid d'être encore meilleur. Il était déjà très fort, il est encore meilleur, et c'est beaucoup plus fluide en fait autour de lui. Moi je te rejoins là-dessus, sur le spacing, sur le choix des hommes, les soldats qu'on a mis autour de lui. Et puis je pense que Tyrese Maxey, deuxième option derrière Embiid, ça marche mieux aussi que James Harden. Là, je te rejoins, qui a besoin d'avoir beaucoup la balle, même si j'ai l'impression qu'avec les Clippers, mais ça sera un débat incroyable qu'on aura bientôt, je trouve qu'il a lui aussi un petit peu changé, même s'il fait du James Harden, mais bref. Mais Tyrese Maxey, ça va beaucoup mieux dans le pace, dans le rythme, dans ce qu'il fait dans le spacing. Ça correspond beaucoup mieux à Joel Embiid. Et puis, tu l'as dit, des mecs dans des positions pour shooter, qui mettent dedans. Et cette année, Joel Embiid, on va aller justement sur la passe, 6,1 passes. C'est sa meilleure moyenne en carrière, mais il est à 2 passes de plus que ce qu'il faisait la saison dernière. Et contre Denver, alors oui, il met 41, mais il les découpe aussi par de la passe. Au début, il est en bugne-à-bugne avec Jokic, après ils mettent Aaron Gordon, ils viennent trapper, tripler. Et ce côté, j'ai la balle, comme il tue les aides par juste le temps que le mec arrive, le ballon il part déjà, le mec il est ouvert, boum, 3 points. Après, ils ont mis dedans comme des cochons. Ça, c'est un truc qu'on le voyait peu faire, je trouve, les années précédentes. Parce qu'il faut avoir confiance sur tes coéquipiers, et parce que quand tes coéquipiers ont la balle, tu sais que tu peux la récupérer. On n'a pas cité un homme dans tout ça qui est archi primordial dans tout ça, c'est Nico. Nico Batum est un joueur d'équipe, on le sait tous, mais c'est surtout un excellent passeur. Donc ils ont des systèmes qui n'existaient pas avant, parce qu'ils n'avaient pas un gars comme ça capable de juste prendre la balle, hop, prise de position, je te la fous et tu joues. Ce système-là qui est hyper simple, là, tu vois, avec Nico qui est en 4 très haut. Il ne faudra pas hésiter à l'utiliser en équipe de France cet été. Ce système ça dépend pour la mettre à qui. Joel Embiid n'est pas là. Il y aura Victor. Eh ben on verra si Victor progresse, parce que tu connais le jeu européen. Bref, donc il y a aussi ce truc de... Il a plus de facilité parce qu'il a progressé dans la passe, dans la lecture, il n'y a pas de doute, mais parce qu'il sait que la balle peut revenir. Avant, elle partait, elle ne revenait pas la balle, hein, tu fais ta petite tambouille à l'opposé. Donc ça, je trouve que c'est vachement important dans la confiance que lui donne à ses coéquipiers, et que donc forcément, le retour est bien plus simple à utiliser. La vraie question qu'on a envie de se poser, on a fait le tour maintenant, un très joli tour d'ailleurs de Joel Embiid, des Sixers. Maintenant, on voit Joel Embiid ultra dominant, MVP en titre. D'ailleurs, s'il rate 7 matchs, il ne pourra plus être en course pour le MVP. Il a raté déjà 10 matchs. Il a déjà raté déjà pas mal. 65 matchs pour être éligible. Exactement. Est-ce qu'avec ce style de jeu, Thomas, est-ce que Joel Embiid et les Sixers peuvent aller en finale NBA?
Bah, ça revient sur ce que je disais. Moi, je pense que oui, ils peuvent aller en finale NBA, oui, ils peuvent gagner le titre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un Joel Embiid qui soit à fond et qui soit dominant. Les matchs en play-off l'année dernière, dans la continuité de la saison qui soit dans la régulière. continuité. Les matchs de play-off l'année dernière où il met 15 points, où il met 22 points, en play-off, lorsqu'il y aura un niveau d'intensité, de compétitivité, d'adversité qui sera haut, c'est pas possible. Tu as besoin d'avoir ton meilleur joueur au top du top. Donc, là, franchement, pour le coup, il n'y a plus d'excuses pour lui cette année. J'espère qu'il va pouvoir performer parce que ça doit être un poids. On savait qu'il y avait le poids avec son MVP, etc. Il l'a maintenant. Maintenant, le next step, c'est emmener ton équipe. Ce que Iverson n'avait pas réussi à faire il y a 20 ans en arrière. Est-ce que ce gars doit pouvoir faire maintenant? Alors moi, s'il est à 100%. Ouais, à 100%. Je pars là-dessus. Moi, c'est pas le style de l'équipe qui me fait dire qu'il n'arrivera pas à être champion. Le style de l'équipe, oui, ils peuvent être champions comme ça. Ils ont un coach champion, ils ont tout ce qu'il faut. Peut-être une année, 2 avec ce groupe-là, bon, on peut en discuter. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'avec ce style-là et ce que lui donnent les arbitres dans les matchs de saison régulière, il peut aller en play-off? On sait ce qui se passe en play-off, les matchs ralentissent, les arbitres, hop, ils prennent leur sifflet, ils mettent dans la poche, et parfois on dit allez, on verra maintenant ce qui se passe. Joel Embiid est sur une saison record sur le nombre de lancers francs marqués, il n'aura pas 10,5 lancers francs marqués en play-off, ça n'existe pas. Même s'il y a des fautes et tout ça, on ne va pas lui siffler. Donc s'il y a pas... Et il en a déjà fait l'expérience. James Harden est la meilleure, tu en as parlé tout à l'heure, James Harden en play-off se frustrait de ne pas avoir les mêmes coups de sifflet qu'en saison régulière. Joel Embiid est capable de se frustrer s'il n'a pas les mêmes coups de sifflet. Donc, au-delà même du style de jeu de l'équipe, moi, c'est est-ce que Joel Embiid va pouvoir continuer à être aussi dominant qu'il l'est en saison régulière avec des arbitres qui changent leur manière d'arbitrer? C'est ça surtout le grand point d'interrogation. En plus de toutes les autres bonnes équipes, parce que jouer contre les Celtics en finale de conf, c'est pas, tu vois, ça n'a rien à voir avec la saison régulière. Non, en fait, allons plus loin. Quand on voit donc Joel Embiid, ce qu'il fait cette saison, est-ce que par exemple même le statut des Sixers pour vous a un petit peu changé? Est-ce que de outsider plus, c'est devenu, il est rentré dans le chapeau des favoris? De l'Est, tu parles? Ouais. Moi, pour moi, je pense que Bucks. Celtics. Chapeau 1. Ouais. Moi, j'ai pas pas les Sixers. J'ai pas de souci à mettre les Sixers dedans. Tu peux les mettre, mais c'est vraiment, moi je dirais le tiers un peu, tu vois, je les mettrais seul en tiers 2, tu vois. Moi je les mets dans le chapeau 1. Après, je pense que ça a changé parce qu'en fait il est MVP, tu vois. Il est MVP. Non, mais là, cette saison, tu parles? Là, cette saison, ils jouent bien, ils sont forts. Moi je pense que ça a changé, pas parce qu'il est MVP, parce qu'il y a eu des playoffs entre temps. Je pense que ça a changé parce qu'il fait un début de saison où je me dis, mais qui et comment l'arrêter? Je vois les Bucks et j'aime toujours me projeter sur les duels, les futurs duels. Donc Celtics, Bucks, qui seront les deux targets les plus importantes. Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Cette question, on pouvait la poser l'année dernière. On pouvait la poser l'année dernière, on pouvait la poser l'année d'avant. Et qui va en finale, c'est Miami. Pour moi, c'est lui. C'est lui. Et il y a autre chose qui s'est passé mine de rien l'année dernière, qui n'est pas directement lié à Joel Embiid, c'est qu'une équipe NBA est devenue championne avec son meilleur joueur qui était pivot. Et ça, c'était pas arrivé depuis Shaq. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez quelqu'un. Dwight Howard est allé en finale, il n'a pas gagné. Tim Duncan, c'est un poste 4 champion. Voilà. Il y a eu des postes 4 champions, mais des postes. Tu vois. Il y a Yanis, Tim Duncan. même s'il finissait 5. Anthony Davis. Mais là, un pivot, alors un grand 2-16, gaillard. Un center. Voilà, center, poste 5. Center et option numéro 1. Voilà, c'est ça le double truc. Eh ben, en fait, Nikola Jokic hier a réouvert peut-être une faille dans l'espace-temps des pivots qui sont de nouveau champions NBA. C'était pas arrivé depuis Shaq. Alors, no offense, c'est pas une faille, on reviendrait à la normale. Oui, parce que c'est l'histoire de la NBA que le pivot soit champion. Je l'avais noté depuis hier soir et tu m'as baisé complètement. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, il a réouvert une porte. Il a réouvert une porte qui s'était refermée. Ah, c'est ça que je voulais dire. Une faille, une porte. Stargate, tu connais? Ah, j'adore les. Comment ça s'appelle encore, putain? Oui, non, mais. Ah, c'est quoi la phrase? La porte des étoiles, il y avait un truc comme ça, non? Ah ouais, tu sais. Erwan, c'est des trucs, ça. M6, tout ça. Au cinéma, non, j'avais pas la télé, mais tu sais, genre. Les go prolétaires. La radio, France Info. Vas-y, laisse tomber. Donc, moi, en fait, quand tu dis chapeau 1, chapeau 2 seul, moi, en fait, quand je vois la saison d'Embiid, quand je vois les petits moves qu'ils ont fait, le départ d'Ardens qu'ils ont récupéré, alors forcément des joueurs moins forts, mais plus en nombre, notamment l'apport de Nico, qui est toujours. Moi, Nico, ce qu'il a réussi à faire aux Clippers, comme il avait stabilisé certaines choses, ce qu'il arrive encore à faire aux Sixers. Alors, oui, évidemment, c'est pas Nico qui te fait gagner un titre ou qui t'amène en finale NBA, mais c'est plein de choses autour. L'évolution de Maxi, pour moi, que je trouve de semaine en semaine est plus forte. Pour moi, aujourd'hui, les Sixers ne l'étaient pas en octobre. Et aujourd'hui, pour moi, les Sixers font partie du chapeau 1. Parce que pour moi, je sais pas qui va pouvoir arrêter Embiid là-dedans. Mais pour l'instant, la seule réponse que j'ai, c'est lui-même. Le chapeau 1, pour moi, il veut dire un truc, c'est quelles sont les attentes sur cette équipe en post-season? Eh ben, je suis désolé, mais que ce soit les Bucks, que ce soit les Celtics ou les Sixers, je les attends en finale NBA.
Après, on peut discuter des autres. Miami, Il n'y aura qu'une machin. place, hein. Il y aura qu'une place. Ouais, mais donc il y aura au moins 2 déçus. Miami, ils vont te dire que ils vont peut-être faire encore un run exceptionnel, mais tu vois, tu parlais tout à l'heure ils sont passés devant les Cavs, les Pacers. Moi, les Cavs et les Pacers, s'ils vont en finale NBA, c'est une surprise. Non, Pas les on autres. est d'accord, je Voilà. parlais d'une autre hiérarchie. Tu penses que les Sixers, ils perdent en finale de conférence, est-ce que leur saison est ratée? La Non. manière, Arthur. Ouais, non, mais c'est pas. non, Moi, je te parlais des tiers. Ouais, Les Bucks ou Boston, ils vont pas en finale. La C'est un saison, échec. elle est ratée. C'est un Mais échec. les Sixers, je suis pas sûr. Joel Embiid est à sa 8e saison NBA. Première année avec un coach. Première année avec Tyrese Maxey numéro 2. Première année avec notamment Nico Batum. Pas sûr qu'il soit l'année prochaine. Mais ouais. pour moi, finale de conférence, tu coches une case. Tu évolues. Voilà. Tu progresses. C'est Tout ça, à fait. c'est ça, progresses. c'est ça. C'est vrai que les autres. Donc on va Ouais. pas te tirer à vue. Mais même l'année dernière, finalement, l'année dernière, tu fais demi-finale de conf. Tu perds contre Boston. Allez, pourquoi pas? C'est Boston qui était La finaliste manière. l'année d'avant. La manière. La manière, elle est catastrophique. Mais des 13 ou des 15 points. Voilà, la manière et l'attitude sont pas. Bon, ça nous avait ça nous avait valu une sortie mémorable. Mais la manière, et c'est pareil avec James Harden dans un concept, perdre, il y en a plein qui ont perdu, c'est pas grave. Il y a des beaux losers. Et pour l'instant, Embiid, non seulement il est en playoff, il fait un peu loser, il est même pas beau loser. Donc c'est ça qui est un peu terrible. À part la fois où quand il perd contre Toronto au match 7 avec le tir de Kawhi, Ouais. personne leur tire à vue. Tout le monde dit putain, vous avez été vaillant, bravo. C'est quand même devenu un même. Vous avez devenu un même progressé. dans le vestiaire. Voilà, en tout cas, voilà, ça va être passionnant cette deuxième partie de saison avec les Sixers et de voir l'évolution de Joel Embiid. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher un titre de MVP? Est-ce qu'il va pouvoir enfin découvrir une finale de conf, une finale NBA, une bague? On verra en tout cas, notre ami Kamer nous régale, en tout cas sur ce premier tiers, puisqu'on est là-dedans, de saison. Les gars, on va se faire une petite pause et on va aller sur la palette autour des Minnesota Timberwolves, meilleure équipe à l'Ouest et surtout meilleure défense NBA. Oh, on se régale avec ce piano, là, Stevie Wonder, là. Les Timberwolves sont l'une... Stevie Wonder, la famille. Ah oui, bah, clairement la Ou famille. Gilbert Montagnier, bon, on est plus Stevie Wonder, quand même. Racisme, quoi. Non, pas du tout. Juste des goûts musicaux, quoi. Ah, mais moi j'adore l'un et l'autre, donc ça va. Hein. Ouais, je suis plutôt Andrea Bocelli, moi. Mais il met pas de lunettes, ça n'a rien à voir. Les Minnesota Timberwolves sont l'une des magnifiques surprises de ce début de saison. On l'a dit, premier de la conférence Ouest et meilleure défense NBA. Thomas, ça valait forcément une palette. Absolument, retour de la palette, ça fait longtemps qu'on voulait la refaire. Eh oui. Oh la vache. Allez, on y va tout de suite. On arrête de perdre du temps. Let's go. Allez, première action contre les Warriors. Et là, on va parler d'attitude. On vous met d'abord l'action en complet. Vous allez voir que la défense, en fait, on le voit tout de suite, hein, elle est exceptionnelle de concentration. Et elle va finir avec du panache, puisque sur cette dernière action, Kuminga va tenter le dunk. Et là, quel contre extraordinaire de Rudy Gobert. On repart au début. C'est une longue action qu'on va essayer de décrypter ensemble. Kevin Looney et Rudy Gobert, donc, sont en vis-à-vis. On essaie de sortir un côté Warriors, Rudy Gobert de la raquette. Un premier écran avec la sortie de Klay Thompson. Je crois que c'est Klay Thompson, hein, je suis pas fou. Klay Thompson et Jaden McDaniels qui défendent sur lui. L'effort d'abord de passer par derrière. Regardez l'écart là qu'il y a entre Rudy Gobert et son coéquipier Jaden McDaniels. Ça va très très vite. Rudy ne se fait pas avoir. On est à l'opposé. Michael Lee anticipe tout de suite le déplacement sur Chris Paul, parce que Kevin Looney n'est pas un grand joueur de post-up. Il arrive pour gêner Chris Paul qui fait ce tir, qui prend ce tir, une grosse brique. Rebond offensif tout de même des Warriors et on repart, on recette une action. On enchaîne puisque tous les joueurs reprennent leurs joueurs un par un. Personne n'est dépassé sur cette action. Le 1 contre 1 de Chris Paul sur Mike Conley et on va suivre le déplacement de Jonathan Kuminga. Très bon déplacement d'ailleurs hein, de l'intérieur des Warriors. Et là, bon, là c'est juste du talent de Rudy Gobert. Il y a peu de joueurs qui sont capables d'allier cette vitesse de pied et cette vitesse de bras. Ce qu'on voulait souligner dans cette première palette R1, c'est la rapidité de réaction et la rapidité pour se remettre sur son adversaire. Moi, c'est ça, c'est se resituer, les attitudes. C'est une action un petit peu bancale, surtout derrière avec un rebond offensif. Et malgré le rebond offensif, il n'y a rien de facile. Ils sont tout le temps sur leurs joueurs. Et on le voit avec le tir de Chris Paul, il a Mike Conley dans son cylindre. C'est un tir compliqué, d'où la brique. Derrière, il y a un rebond offensif. C'est toujours jamais simple, hein, Arthur, sur les rebonds offensifs, de reprendre ses joueurs qui à qui. Les Wolves le font très bien. Et puis derrière, tu as un protecteur de cercle, un vrai. Et quand tout le monde fait les efforts, après, ça facilite la vie pour les grands, comme Rudy Gobert. Et tu vois, là, il y a la seule erreur qu'on pourrait mettre en avant, c'est celle de Naz Reid, peut-être sur le petit cœur. Un peu timide. Voilà, un peu timide, mais il est rattrapé. Un peu naïf, pardon, un peu naïf plutôt. Oui, un peu naïf. Timide. Mais bon, en même temps, la défense était tellement longue, et on le sait, quand on prend un rebond offensif, qu'il y a une seconde chance,
On commence un petit peu à tirer la langue, n'est-ce pas Arthur? N'est-ce pas, complètement. N'est-ce pas, toi qui as joué 20 ans en professionnel. On enchaîne avec une deuxième action, et là on va aller plutôt sur les concepts défensifs, sur les pick and roll, l'action qu'on voit le plus en NBA. En plus c'est contre Luka Doncic avec cette belle défense, Jaden McDaniels et Rudy Gobert. Vous allez voir, Rudy va faire cette belle interception. On a même fait ce petit kiff jusqu'à la fin, puisque ça finit sur un 1 contre 0, enfin un 2 contre 1 et un dunk pour les Wolves. Donc on reprend au début. Luka Doncic avec un pick and roll central qui va arriver rapidement dans l'attaque. La défense, Rudy Gobert, Jaden McDaniels. Jaden McDaniels est très très haut déjà sur le Luka Doncic. Lively vient faire un pick et regardez la défense en edge, mais assez haute de Rudy Gobert, puisque c'est Luka, on sait qu'il peut tirer, donc il est obligé de venir contrôler la descente de Luka Doncic. Lively va descendre, Jaden McDaniels va revenir pour le gêner. On aurait pu imaginer un step back de Luka, eh ben non. La défense de Rudy aussi sur Lively qui va venir couper la passe. Et ça, c'est quand même des efforts défensifs de très haut niveau pour un grand de 2,16 m. Extérieur, ouais. D'intérieur. Ensuite, Rudy donc, va récupérer ce ballon. Ce qu'on a voulu mettre en avant, là, sur le truc, c'est les concepts, les préceptes défensifs de cette équipe des Wolves, avec Rudy qui contrôle et qui va reprendre son grand le temps que l'extérieur récupère le meneur de jeu. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est la pression sur la balle de McDaniel tout le temps. Et on l'a vu d'ailleurs même sur Klay Thompson juste avant. Il est tout le temps en pression. Et quand il a des retards, il y a toujours, là, il y a Rudy qui fait un vrai effort. Et Rudy, on sait que c'est un vrai effort pour un grand de 2,16 d'aller verticalement comme ça sur le edge, tu l'as dit. Et derrière, il va reprendre son joueur Lively sur l'ouverture. Et en plus, être deny. Quand je disais extérieur, pour moi, tu sais, quand tu es deny comme ça, c'est vraiment presque des ailiers pour couper des lignes de passe. Donc c'est un effort pour un intérieur. Voilà. Oui. Et donc ça montre aussi la philosophie complètement côté Timberwolves. C'est pression sur la balle, mais aussi on coupe les passes sur les extérieurs, sur le off-ball. C'était bien de voir les deux meilleurs défenseurs des Wolves dans cette action, donc Jaden McDaniels et Rudy Gobert. On enchaîne avec une troisième action, et là on va parler d'une zone match-up, puisque vous le savez maintenant, pratiquement toutes les équipes NBA défendent ici ou là pendant les matchs sur des zones 2-3 comme ça, match-up. On arrive, on se refile la balle, etc. etc. Cette fois-ci c'est contre les Spurs, donc de Victor Wembanyama, comme vous connaissez peut-être. Cette défense donc 2-3 avec Anthony Edwards et Alexander Walker en tête de raquette. On regarde donc 2-3, je vous le disais, ils sont assez proches puisqu'il y a un joueur et on voit le triangle défensif avec Karl Anthony Towns dans la raquette qui joue le rôle de goalkeeper, comme on aime bien l'appeler. Un premier écran là-haut et David Vassell va faire une bonne passe à Cedi Osman. Regardez Naz Reid qui vient défendre sur les deux et qui va intelligemment essayer de gêner cette passe en attendant que son coéquipier vienne l'aider. Voilà le petit effort chacun. Derrière, Anthony Edwards vient sur Vassell à l'opposé. Et là, c'est la défense à l'opposé, sur le weak side, qui vient avec Jeremy Sohan qui va tenter de pénétrer. Mais regardez, il y a du monde dans cette raquette. Karl Anthony Towns qui a progressé ces derniers temps défensivement, surtout sur le poste de pivot, vient gêner le tir de Jeremy Sohan. Je ne fais aucun commentaire sur ce tir de merde de Jeremy Sohan. Mais la défense match-up est incroyable. Parce qu'on voit que quand ils font match-up comme ça, surtout moi, c'est qu'il n'y a pas Rudy. Donc ils arrivent autour de Rudy à faire une forte défense homme à homme sur des pressions. Et souvent, alors pas toujours, mais quand Rudy n'est pas là, ils font un petit peu cette match-up. Ça, c'est des défenses qui te plaisent, Turin, des bonnes équipes comme ça. Ouais, ça fait plaisir. Et puis surtout, ils ont vraiment réussi autour de Rudy à créer cette identité défensive. Et on sait que c'est le numéro 1 en défense de toute la NBA. Moi, je pense que les équipes, quand elles jouent les Wolves, elles se disent pas on joue les premiers, on joue une bête d'équipe. Ils se disent on va jouer une équipe qui va être relou défensivement. Et ça marque bien justement cette identité défensive. Donc voilà, maintenant, on en parlait tout à l'heure, mais eux, ce qui leur manque, c'est un petit peu d'expérience. Et après, attention, ils vont être super dangereux. Ils vont être super dangereux. Et Thomas, toi, cette équipe défensivement, on vient d'en parler, elle nous plaît. Mais même ce qui se passe offensivement, l'alchimie d'équipe de cette saison te plaît. C'est ce que tu nous avais confié sur Clutch. Sérieusement, c'est une équipe qui me fait plaisir. C'est une équipe qui dans cette alchimie, se trouve bien. Il y a le leader qui est Anthony Edwards, dont j'attends énormément ce soir. Okay, mais à côté de ça, leur salut ne dépend pas, tu parlais de Porzingis, d'Anthony Edwards. Collectivement, ils font une vraie bonne saison. Tu vois, donc leur secteur intérieur est très fort. Dans les ailes, ils ont tout ce qu'il faut pour défendre. Ils ont un bon meneur de jeu qui n'est pas là pour faire des stats. Ils sont bien coachés. C'est une bonne équipe qui a des certitudes. Okay. Donc c'est une première place tout à fait méritée. Alors, une équipe complète qui nous régale, mais avec une vraie identité défensive. Et Arthur, on a ce tableau intéressant. On a pris les 10 meilleures défenses NBA après saison régulière des dernières 10 saisons. Et on voit que finalement, il n'y a eu qu'une fois un champion, c'était les Warriors en 2015. Sinon, il y a eu une finale NBA avec les Celtics en 2022, on s'en souvient. 3 finales de conf. Mais c'est vrai que cette légende un peu qu'on se met en tête de dire que les meilleures défenses NBA finissent champions, finalement, pas tant que ça. Bon, parce que là, on parle de meilleur numéro 1. Après, dans tout. C'est jamais la 30e qui gagne. Oui, voilà, c'est ça. Globalement, ça reste des top défenses.
Donc ouais, bah écoute, c'est intéressant ce petit tableau. Tu vois, j'aurais plus dit... Ouais, non, excuse-moi, non, j'allais dire, non, c'est bien les 2015, les Warriors. Bah écoute, non, pas de... Ça m'inspire rien de spécial, mais alors tu sais quoi, bravo. Hein. Tu seras peut-être plus inspiré sur le quiz, parce qu'en général, tu n'en gagnes pas beaucoup. Et en plus... Quoi? Allez, on verra. Il paraît qu'il y a un quel fac. il y a des calfacs, gros. Oh, Ok. c'est reparti. Et les Kelfac, entre les radios libres et les dernières émissions, C'est vrai? Ah, tu t'es fait botter ces derniers temps, ouais. T'es sérieux là? Arthur, il t'a botté sale la dernière Merci. fois, en libre antenne. On respecte Merci. vraiment. On Ah, mais respecte moi, vraiment. Non, mais je vois Factuel, il n'y a plus rien à dire, il y a un calfac qui arrive tout de Allez, suite. On va voir, allez, on faut va voir assumer. on va voir qui est qui. On salue Marie-Ange Nardi. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. About time, comme on dit chez mes amis anglais. Alors moi, je sais que j'ai pas l'accent le plus prononcé, hein, mais alors là, vraiment là. On m'a appelé British Tom la semaine dernière. C'est vrai? Qui t'a appelé comme ça? Jérémy. Jérémy le nôtre? Ouais, Pour parce que pendant tes goûts une- culinaires, non? Parce que pendant une interview, je t'ai soufflé le mot ring. Tu Ah vois, ouais. J'ai un peu Ah, bon, performé. allez, l'interview catch là, lourd. Exactement. Bon, ça va, Tutur? Ça va et toi? J'ai dû changer mon quiz pour toi ce matin. Ça fait plaisir. C'était pour Seb, elle fait des super rébus. Bon, bah, je vais faire un Kelfac comme d'hab. Vous êtes chaud? 3 petites parties. On reprend comme d'habitude. Les 2 premières parties, c'est un peu autour du thème d'aujourd'hui, c'est les grands. Voilà. Je suis bon. On va commencer. On va commencer avec. 6 mois, il a pris la grosse tête, quoi, en gros, le mec. Ouais, j'ai pris un énorme boulard, ça fait 6 mois. Hein. On va commencer avec une énumération, comme d'hab. Ta rupture, t'as pas rendu un peu. Oh, vachement, ouais. Allez. Oh, ça coupe le souffle. On va commencer par une énumération. J'embrasse Thomas Dumas qui, lui, est en couple. Bien. Qui m'a envoyé. Je vais vous demander de me citer les joueurs, les grands, donc post 4-5, qui ont mis 2 fois 50 points dans une carrière. Ok. Ok? Tutur, tu vas commencer, évidemment. Joel Embiid. Évidemment, Joel Embiid qui l'a fait. Tu enchaînes, Erwan. On fait comme ça. Ah, c'est comme ça? Allez, commencer par les basiques, les pivots. Ouais, Bah, Will Chamberlain. Will Chamberlain, évidemment. Yanis. Yanis, évidemment. Allez, les gars. Non. 50 points, Shaquille O'Neal. Le Shaq l'a fait, bien sûr. David Robinson. David Robinson l'a fait. Euh, Quel stress des directs. Ah ouais, Allez. C'est pas si simple que ça. C'est non. pas si simple. Ouais. 50 points en plus. Putain, tu vois, des mecs, j'ai envie de dire, mais je sais pas s'ils l'ont mis, quoi. 50, c'est un petit club, hein. 2 fois. Ouais, 2 fois en Il y a plus. des mecs qu'on a vus dans des tableaux aujourd'hui, par exemple. Mais... Karim. Karim Abdul-Jabbar. N'hésite pas à donner des indices. Hein. En même temps, là, c'est très très lent. Allez, les gars. Hein. Allez. Carl Anthony Towns. Carl Anthony Ah ouais. Towns l'a fait. Il fait 60. Ah ouais, mais t'as des postes 4 aussi. 4-5. Ouais. Est-ce que Barclay, ça compte? Charles Barkley, Enfin, poste il n'y est 4, pas hein. de toute manière. Bon, tant pis. Donc ça ne compte pas. Allez, vas-y, un autre. Ah, au moins un autre. Allez. Kevin Garnett. Kevin Garnett, c'est perdu. Ah merde. J'avais un mec en tête, il m'est sorti de la tête. C'est un truc de ouf, ça. T'as dit Anthony. Demarcus Cousins. Demarcus Cousins, bien sûr. Dirk Nowitzki. Dirk l'a fait. Putain, je l'avais évidemment. juste après. je l'avais. Anthony Davis, c'est bien, le ping-pong, j'adore. Voilà, allez. Shaquille. Ah, c'est moi? Ouais. Karl Malone. Karl Malone, évidemment. Ah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait. Gilles Baylor. Non, Bah, c'est un poste 3. Bon. Ouais, 3. Ouais, 3. ouais. Il n'y a pas de bon, hein, c'est un poste 3. c'est pas C'est le bon vrai, c'est poste. vrai. Bon. 4 modernes. tu sais. C'est pas le bon poste, donc t'as le droit à un autre. Ah, joueur, ok, évidemment. ouais. Parce que tu pensais au tableau tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais. 50 ou plus, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore dans les meilleurs scoreurs de l'histoire? Enfin, Thomas, Dirk Nowitzki. Déjà dit. Ouais, Allez, ça un fait autre. Allez, beaucoup. bon, bah, je vais me faire. Allez, Waouh! Je sais pas. Il reste- Tim Duncan. Tim Duncan Non. ne l'a jamais fait. Non, il Mais reste je des suis pas sûr qu'il met T'en ça. as Non, encore Je sais pas s'il est. Il m'en manque un. Ewing, il l'a pas fait. Ewing l'a fait. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est Ewing. pas moi, tu vois, surpris. Sartek. Donc il m'en manque. Jokic. Jokic ne l'a pas fait. Alors, Il a dû le faire une fois, je crois. il restait Tom Chambers, Ah ouais. Elwin Hayes, Anton Jamison, Moses Malone, Wesson, c'est Bob pas- Magadou, George Mikan, Hakim et Bapelit. C'est Hakim, ouais. Hakim. C'est Hakim, j'étais pas sûr qu'il l'ait pas fait 2 fois. Voilà, Pas si simple. pas si Pas mal, simple. pas Il y a mal. que Vous des avez- joueurs, que des joueurs connus, mais. Vous avez été plutôt bon. On enchaîne avec lequel fan. Allez, ça, c'est bien parti. J'en ai fait 15. Ah, d'accord. j'espère qu'après, il y aura les numéros de maillot. Hein. Évidemment que non, hein, c'est pas un grand quiz non plus. Ah, c'est vrai, excuse-moi. Là, faut bien On démarrer. reste dans les grands, les amis. Je vais aller prendre que des grands. Vous êtes prêts? Ah bon? Jamal Magloire, Kentucky. Kentucky. Wow. Chris Kaman,
Wichita State. Gonzaga. Wichita State. Non. Non, non, Chris Kaman. Oui. Kansas. Non, c'est Michigan and. Non, c'est non. pas Michigan, si, c'est Michigan. Eastern Michigan. Eastern Michigan. Oui, c'est ça. Quoi? Eastern Michigan. Western Michigan. Non, bon, c'est C'est Central Michigan. central, ouais, mais j'ai pas envie Je de te parle à le la donner. pousse la vie de ma mère, je le prends. S'il y a égalité, je te le donne à la fin. Non. Andrew Bogut. Utah. Putain, T'as 2-0. je l'ai lui. Greg Oden. Ohio State. Oh Sûr. Attends, c'est quoi le score là? Je suis stressé. 2-1-0. Spencer Hayes. Duke. Non. Oh non. Louisville. Non, Non, je sais pas. vous avez pas? C'était Washington. Roy Hibbert. Georgetown. Georgetown, Ah, mais bien je joué. l'ai, Thomas, mais dis-le. Je suis mauvais. Rentre dans ton quiz, s'il te plaît, Thomas. Ouais, pardon. 3-1. Javel McGee. Nevada. Bien, 3-2. Hashim Tabit. Yukon. Oui. J'ai que des mecs que j'ai. 4-2. C'est la honte. Vucevic. USC. USC, putain. 4-3. Meyers Leonard. Indiana. Illinois. Illinois, bien joué. Illinois. Ça fait 5-3, il en reste 5. Je peux gagner encore. Alex Len. Maryland. Ouais, bien. Ouais. Steven Adams. Pittsburgh. Oui, Oh, le bâtard. attention, s'il le prend, là, c'est fini. C'est quoi le score là? Attends. J'ai combien moi? Moi, 6-4. 6-4. Il y a 6-4. Donc s'il le prend, il y a 3 points d'écart, c'est fini. Gorgui Dieng. Louisville. Louisville, bien. 6-5. Jarrett Allen. Texas. Oh, c'est Égalité. Ouais, Égalité. Ouais, si. C'est ouf. Je suis au milieu, mon c'est micro. égalité. Attends. Donc là, il en reste un. Il en reste un. C'est quoi le score? Et il y a plus un pour lui. J'ai combien moi? Il y a 7-6. Il y a 7-6. Allez, 7-6. Et le dernier, il n'est pas cadeau. C'est Jalen Duren. Jalen Duren. Oh, je l'ai Oh, pas. Jalen Oh, je l'ai Duren. pas. On va finir là-dessus vite. Hein. Syracuse. Florida State, non? Non. Bon, je vais aller vous en chercher un autre. Bon, quoi, j'ai un point d'avance, moi je gagne. Qu'est-ce Ouais, que ça veut dire? ouais, il a L'autre, raison. il fait le malin. Il y a 15 et je finis avec un point Ouais, il a d'avance. raison, Qu'est-ce que tu fais? Il y avait même pas égalité. C'est gagné, gros. Qu'est-ce que tu C'était fais? Memphis. Memphis, ah ouais, j'aurais pas tout vu. C'était Memphis. était Bravo, avec- ouais, ouais, ouais. ouais. Bravo. Bon, je me suis régalé. Bravo. Moi aussi, hein. Ah bah moi? Si, si, mais Bravo, après, pour pas bravo. croiser. C'est terrible parce que j'ai 80% des mecs, mais Ça va trop vite. Ah, ça va vite. Là, ça va vite. Ça Il va y en a eu des bons. Est-ce que- Le Maryland Alexandre, tu me l'as dit, je crois, il va très Vous pensez vite. que si on faisait un championnat du monde des quelles facs, on pourrait gagner, genre? Je sais Genre, pas. c'est vraiment un Ouais. champ. Après, Moi je dis, il y a toujours des mecs. Il y a des Ouais. bah oui. Je dis à Nico, il est très relou là-dessus. Mais Mais c'est un après, joueur, si ça tu compte bosses, pas, ça si compte tu pas, bosses et quoi. tout, il y a toujours des mecs dans le monde, c'est pas qui sait, ils arrivent, ils sont trop forts. Comme sur les blind tests, c'est Ouais, insupportable. comme Comme sur sur les blind Robert De Niro, le gars, là. Moi, c'est comme sur les blind tests. Je trouve que j'étais un mec très fort en blind test. Quand j'ai rencontré des gens, ils m'ont mis 50-0. On embrasse Thomas Rogui. Ouais. Des mecs pas marrants. Allez. Bon, allez, on passe au qui Genre, suit. restons entre nous, on s'amuse. Ouais. C'est mieux. Allez, concentration, s'il vous plaît. Qui Le suis-je premier qui suis-je de l'année 2024. Allez, Thomas Dufort. Je suis né un 4 avril 1978. J'ai donc 45 ans et j'ai quitté les parquets NBA en janvier 2014. Dans ma valise, je repars avec un titre, mais, commençons par le commencement. J'arrive directement en NBA sans passer par la case fac. Avec mon lycée, on gagne le titre de notre état. En 1996, je me fais remarquer en étant le meilleur marqueur du McDonald's All-American Boy Games, dans une équipe comprenant Kobe ou encore Jermaine Lin. Rachel Lewis. Non, c'est pas lui. J'enchaîne. Pardon, parce que je reprenais... Jonathan Bender. Oh, j'ai cru. Mais il est plus, Oh, il est plus jeune. Il est quasiment, c'est ma génération. Ouais, il est plus jeune. Ouais, gros, j'ai cru. Heureusement. J'ai tellement peur. Alors, donc je reprends. J'ai peur. Donc je suis le meilleur scoreur alors qu'il y a des bons joueurs à côté de moi. Je suis censé faire ma fac à Arizona, mais je suis inéligible d'un point de vue académique. En gros, j'ai le niveau scolaire d'Erwan. Pas suffisant pour rentrer à la fac. Heureusement, mon physique est avantageux. Comme Erwan. on va être Othello gentil. Hunter. Non. Et ce que j'ai montré en high school me permet d'être Othello. drafté en 97 au second tour. Je sais qui c'est. Mon début de carrière est compliqué. Je suis coupé dès mon arrivée dans la ligue. c'est pas Je évident. fais quelques piges en CBA. Je fais aussi un tour en Australie, au Venezuela ou encore en République dominicaine où je termine meilleur score de la ligue et champion. Là-bas, je deviens presque une idole. Ah bon? Drafté en 97, il faudra attendre 3 ans et la saison 2000-2001 pour me voir fouler les parquets NBA. Je signe avec les Nets pour ma saison rookie. Dans l'équipe de Stephen Marbury, qui deviendra un mentor. Richard Jefferson. Non. Ah, ouais, arrête. Je gagne ma place dans le 5 majeur après la blessure de Case Von Horn. Keith Van Horn. Kiss you. Sur mes 40 titularisations, j'envoie quelques dunks rageurs qui marquent les esprits et j'inscris 10 points en moyenne. New Jersey ne me prolonge pas, trop fait tard selon mon coach. Entre 2001 et 2003, je prends un titre. Mais j'y reviendrai plus tard, c'est moi qui décide. En 2004, je signe aux Hawks d'Atlanta. Job. J'ai pris du galon dans l'équipe, j'ai même pris un titre et j'ai surtout
explosé au scoring. 18 points de moyenne en 2004, auxquels je rajoute 4 bons et 3 passes. Le problème, l'équipe est mauvaise et moi, je suis insupportable sur un terrain avec les arbitres. C'est qui ça? Un titre? Durant cette saison, en tant que titulaire, je bats mon record en carrière sur un match avec 42 points. Pourtant, à la fin de la saison, je serai tradé pour Al Harrington. Nous sommes en 2004 et je signe aux Pacers. Mais c'est pas. Jackson. C'est Jackson? Jackson. Oui. Mais c'est lui, je l'ai dit, Jackson. Vas-y. Mais non, mais non. mais Jackson. Jackson. Hein? Non, mais non. Le Balabaga. Le gars du Texas là. Le gars du Texas là. Avec l'Espagne, La Kaira là. Putain. Stephen Jackson. Je l'ai dit depuis 20 minutes. Je me dis, il a dit physique avantageux. Il a dit physique. Je veux un pivot. Je me dis, c'est lui. Stephen Jackson. Oh, celui-là, il est vilain et je le prends dans les couilles. C'est à ton image, Erwan. Petit. Ouais, c'est pas grave. Petite. Et t'es allé à l'école, pas moi. Stephen Jackson. Ah ouais, oui. mais comment vous buguez? En plus, Bien sûr. on le voit dans, Mais oui. dans ses podcasts et tout, il est encore dans l'actu. Stephen, j'ai jamais. J'ai dit Jackson frère. Franchement, on est dur avec lui là. Franchement, C'est lui, c'est Attends, c'est comme si tu dis Ouais. Dupont en France. Non mais dur. frère, on voyait tout ce qui s'était. Moi, je pense Vraiment, que... tu bravo, tues. bravo. Clairement, tu tues. Alors, Attends. C'est quoi? On va le donner à Tutur parce que je l'ai appelé à 9h pour venir remplacer. Bravo, mon Tutur. On l'a en interview. Ça en te fera plus. pas gagner sur les facs. Ça te fera pas gagner sur les facs. Ça te fera pas gagner. J'aurais préféré gagner quelle fac. Tu sais que là, j'ai fait un truc qu'il faut jamais faire, c'est que quand t'as un mec en tête, faut toujours le dire. Parce que après, sinon, il y a un mec qui le dit à ta place. Mais en fait, On l'a eu en interview. D'accord, oui. Steph l'a interviewé sur notre chaîne. Quand tu me on parles connaît que lui. quand tu me parles de champion, je le vois avec les Lakers. En fait, j'y suis pas du tout. C'est avec les Ouais, Spurs. c'est Il taffe avec les Spurs. oui, il a Ah ouais, insupportable ouais, et tout. Après, ça se passe mal, oui. ça se passe Il mal est avec insupportable. Popovic et Tony. Et d'ailleurs, Tony mais- Parker. Bref, c'était bon, les gars, bravo. 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 Pour retour. Bravo à Tom pour ce Merci. pour ce retour du quiz. Bravo à toi, Thomas. Merci, Tu sais, Erwan. tu Bravo à m'avais toi. manqué dans ce rôle-là. Merci, Tutur. Merci, Maintenant, les gars. tu sais, c'est ton nouveau chez toi aussi. Aïe. On a beaucoup de gens à remercier. J'espère que C'est vous avez une important. demi-heure. Hein. On va remercier déjà Influx et Manuel Diaz et toutes ces équipes qui nous mettent à disposition ces studios-là, qu'on fait en sorte qu'on soit les mieux possibles après notre départ. Donc voilà, vraiment merci encore. Tiens, regarde ta caméra, C'est ça là? Oui, c'est celle-là, c'est C'est celle-là. ça là, pardon. On va aussi remercier, donc on l'a dit, Christian Tudor pour toute la déco. C'était sans ça, on n'aurait pas pu faire ce First Day Show. On va remercier Paul Harrer, on va remercier Jérémy, on va remercier Léo, on va remercier Chris Roche, on va remercier tous les gens autour de First Team qui nous donnent de la force, qui nous aident, qui sont là au quotidien, certains, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, c'était un vrai travail d'équipe et on est ravis et on peut compter chaque fois de plus en plus sur des gens qui nous soutiennent et ça fait plaisir. Le First Day Show est de retour. C'est que le début, Thomas. Il y a plein de choses qui vont arriver. Vraiment, soyez avec nous. On a plein de choses du basket NBA, du basket européen qui arrive. Dès lundi, on va vous faire des grandes et belles annonces. Merci les frères. Tout à fait, merci. On s'est régalé. On vous embrasse. Le First Day Show, jeudi prochain, ça revient. Et lundi, la libre antenne. Et vendredi, clutch. Je suis fatigué. Il faut que j'aille à l'équipe. Allez, ciao.